Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors il y a 6 mois de cela, je vous ai proposé une vidéo dans laquelle je racontais un petit peu mes débuts sur YouTube et comment je suis arrivé ici. Et cette vidéo avait pour particularité d'être assez différente comparée à ce que je pouvais faire auparavant. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer le même style de vidéo avec une histoire assez différente. Une histoire basée sur des faits réels. L'histoire d'un personnage qui s'est battu toute sa vie pour sauver notre pays, la France. Et pour cela, plongeons-nous en pleine Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en mai 1940 et la France vient tout juste de perdre face à l'armée allemande. C'est donc une défaite qui mène à l'armistice du 22 juin 1940. Et c'est avec cet événement que la France se fracture en deux. D'un côté, l'Allemagne nazie qui envahit petit à petit notre pays par l'Alsace et qui commence à s'étendre du nord-est au nord-ouest. Et pour le coup, l'Allemagne ne fait pas semblant. Car pour envahir et s'étendre sur tout le nord, elle utilise une technique très spéciale qui est le blitzkrieg. C'est une technique consistant à utiliser toutes sortes d'artillerie. Ouais, pour le coup, c'est assez violent. Et de l'autre côté, le sud qui est, lui, sous l'autorité du régime de Vichy, que l'on appelle aussi l'État français. 2 années passent et nous sommes maintenant en 1942. Et Adolf Hitler vient tout juste d'envahir le sud de la France, dont tout le territoire est occupé. Ce qui donne naissance à la résistance qui, elle, se structure petit à petit en 1943. La résistance, ce sont tous les Français ayant combattu la pression de l'occupant nazi. Cependant, tous les Français n'ont pas résisté. Certains ont même collaboré avec le Troisième Reich. On les appelle les collabos. Voilà, c'est juste une petite précision. On distingue donc 2 types de résistance, la résistance extérieure et la résistance intérieure. Et là vous allez me dire, non mais Vanou, c'est bien beau ce que tu dis, mais c'est quoi la différence entre les deux? La résistance extérieure est dirigée par le général de Gaulle depuis Londres et donne naissance aux forces françaises libres. Et se complète avec elle la résistance intérieure qui elle est dirigée par des communistes du parti communiste français qui sont eux de notre côté, du côté de la France. Et quant à elle, donne naissance aux forces françaises de l'intérieur. Par la suite, ces 2 résistances vont être unifiées avec différents mouvements. Et notamment grâce à Jean Moulin avec la création du Conseil national de la résistance. Et désormais nous nous penchons sur 2 personnages, les 2 personnages majeurs de la Seconde Guerre mondiale. D'un côté il y a le chef de la résistance, le général de Gaulle, qui est à Londres à ce moment même avec le soutien des États-Unis et de Churchill qui est le premier ministre du Royaume-Uni. Et de l'autre côté le chef de l'État français du régime de Vichy, monsieur Philippe Pétain. Maintenant nous avançons un petit peu dans le temps et nous voilà le 18 juin 1940. Et cette date est très importante du fait qu'elle soit un événement fondateur de la résistance, puisque c'est l'appel du 18 juin du général de Gaulle depuis Londres. Sauf que son appel est très peu entendu, car les Français font confiance à Philippe Pétain du fait de sa renommée lors de la Première Guerre mondiale. Car lors de la bataille de Verdun en 1916, il a été appelé pour remettre en forme les combattants français, en leur donnant plus de permissions et en les moralisant. Il est à l'écoute des soldats, et c'est donc pour ça qu'il est considéré comme le héros de Verdun. Et durant cette période, dans un petit village du sud de la France appelé Luchon, se trouvait un jeune homme. Alors certains d'entre vous peuvent connaître cette petite ville, notamment avec ses 2 stations de ski, comme Super-Bagnères ou Peyragudes, ou même avec les thermes qu'on appelle les thermes de Luchon. Et dans ce village se trouvait un jeune homme d'une vingtaine d'années qui s'appelait Cazot, Bertrand Cazot. À vrai dire, c'était un homme ordinaire. Dans ces temps-là, il travaille en tant que mécanicien dans un garage dont la marque est très connue, Renault. Mais bientôt soumis au service du travail obligatoire, la STO, qui est une loi du 16 février 1943 dans laquelle les Allemands ont imposé des services du travail obligatoire au régime de Vichy, donc pour compenser le manque de main-d'œuvre. Bertrand prévoit donc de vivre dans la clandestinité et décide de s'y opposer. Il prend donc la décision de fuir le pays pour éviter à cet enfer. Il fuit donc le pays pour concourir à sa libération par l'Espagne pour rejoindre les forces françaises libres en Afrique du Nord avec l'aide de passeurs. Il franchit la frontière franco-espagnole le 12 mars 1943 et il est arrêté le jour même par la police espagnole à Viella, qui est une petite ville d'à côté. Pour le coup, c'est pas vraiment de chance. Et du coup, il est directement amené en prison, hein, y a pas vraiment de pitié. À la prison de Lérida, plus précisément. Séquestré dans des conditions éprouvantes, c'est dans un état extrêmement affaibli que 4 mois plus tard, il est sauvé par la Croix-Rouge. Il est directement conduit dans un hôpital français à Barcelone, où il rejoint ensuite le Portugal, d'où il est envoyé dans la destination de Casablanca au Maroc pour rejoindre le général de Gaulle en Afrique du Nord. Alors petite parenthèse, le général de Gaulle se trouvait à ce moment-là en Afrique du Nord du fait que ce soit le débarquement allié donc au Maroc et en Algérie en novembre 1942. Et c'est également à cette période qu'Hitler envahit le sud du pays. Et dès son arrivée au Maroc, les honneurs lui ont été rendus par les tirailleurs sénégalais. Dans le même temps, il affecte au centre d'instruction de Delhi en Algérie où il est embauché comme chauffeur du commandant pendant 7 mois du fait de son métier de mécanicien. Il part ensuite à Tunis pour rejoindre la première division de la France libre. Waouh, ça fait quand même pas mal de voyages. Oh mais ne t'inquiète pas l'ami, car ce n'est que le début.
Le 9 juin, il embarque pour Bizerte, une ville du nord de la Tunisie, où il se voit attribuer par son lieutenant un camion de dépannage doté d'une mitrailleuse sur le toit. Pour vous dire, il est toujours resté au volant de son camion. Il ne l'a pas quitté de toute la guerre. Le lendemain, il débarque en Italie, dans un port de Naples, et participe à de nombreux combats où est engagé le corps expéditionnaire français d'Italie. Puis ce sera le débarquement de Provence le 15 août et la campagne de France. Il décide donc finalement de remonter la vallée du Rhône jusqu'aux Vosges pour participer à la libération de l'Alsace, pour ensuite poursuivre son engagement sur l'uniforme jusqu'en septembre 1945. Et pendant ce trajet, le camion tombe en panne, dans la ville de Lyon. Et pour le coup, c'est vraiment pas de chance. Et qu'est-ce qu'une belle histoire sans amour? Vous devez vous en douter, mais lors de cet accident, Bertrand rencontre une jeune femme. Une petite lyonnaise. Et c'est seulement 3 ans plus tard qu'il décide de lui demander sa main. Le voilà de retour à Luchon et devinez ce qu'il retrouve. Son cher garage Renault qu'il avait quitté pour échapper au chaos. Et dans ce garage, il va exercer ses talents jusqu'en 1980. Bertrand fit sa vie avec sa femme et eurent d'abord une petite fille, suivie de 2 autres enfants. Et pendant que ceux-ci grandissent, ils essaient d'effacer leur passé et d'être la famille la plus merveilleuse du monde. Parallèlement à son travail de mécanicien, Bertrand s'investit très tôt en faveur du monde combattant associatif et exerce depuis les années 50 les responsabilités de secrétaire de la section de Luchon. Il défend également avec beaucoup d'énergie les intérêts moraux et matériels de ses adhérents et dont les plus fragiles dans leur démarche administrative ou médicale. Les années passent et leur fille aînée est maintenant adulte et mariée avec un brave homme. Et encore mieux, Bertrand apprend qu'il va devenir grand-père. Il est désormais aux anges. Désormais, Bertrand finit sa vie à s'occuper de sa famille et essayer de les rendre heureux. Il a actuellement 96 ans et le 12 août 2016, le chef des forces armées et le représentant du président de la République, le général Georges Lain, lui remit un objet dans le cadre d'une manifestation organisée par la ville de Luchon. Un objet dont la valeur est inestimable. Et cet objet, c'est la Légion d'honneur. Et pendant cette cérémonie émouvante, Bertrand décide de prendre la parole. Je suis très ému d'avoir reçu des mains de Monsieur le Général cette décoration prestigieuse qu'est la Légion d'honneur. Je ne suis pas un orateur, mais je remercie les sociétés qui sont venues nous rendre hommage. Merci, je vous remercie tous, et vive Luchon. Voilà, Bertrand a survécu à l'enfer qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Alors vous devez sûrement vous demander pourquoi ce personnage? Eh bien sachez qu'il y a une raison, et que je ne l'ai pas choisi par hasard. Rappelez-vous, précédemment je vous ai annoncé que sa fille aînée attendait un bébé, et qu'elle avait accouché d'une petite fille en 1971. Et cet enfant est très important pour tout comprendre, car il m'a donné la vie.